Bruno Pierrot, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Non. Si, enfin, c'est compliqué de se présenter succinctement. Je suis pédiatre de formation, mais j'ai fait aussi de la biologie médicale, fait une double carrière. Donc je suis actuellement chef de service en parasitologie à la Pitié-Salpêtrière pour la PHP, professeur à Sorbonne Université, et je m'occupe beaucoup d'épidémies, et je crois que c'est un sujet à la mode en ce moment. Alors on va parler ce soir des sujets à la mode. On va essayer de faire le tour du périmètre, de voir ce qui se passe, la stratégie vaccinale, la stratégie du gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé, les vecteurs de contamination, les procédures. On a le temps, on est ensemble. Première question, qu'est-ce que vous faisiez en Haïti? Je m'occupais justement d'épidémies. J'avais été, à l'époque j'étais à Marseille, et j'avais été contacté par l'ambassade de France qui souhaitait que je vienne parce qu'une très grosse épidémie de choléra avait débuté. Donc le temps de me libérer quand même, parce que je travaille un petit peu à côté. Je suis venu en Haïti, c'était en novembre 2010, et ça faisait 2-3 semaines qu'il y avait une épidémie extrêmement violente qui frappait le centre du pays, qui était en train de s'étendre sur l'ensemble du pays. Et mon boulot a été d'abord de rechercher l'origine de cette épidémie, d'expliquer comment elle fonctionnait. Et puis, au fil des années, on va reparler de cette origine, mais au fil des années, je me suis pris au jeu de trouver une solution et faire en sorte d'éliminer le choléra en Haïti, ce qui est chose faite depuis seulement 2 ans. C'est tout un tas de péripéties qui nous ont amenés à ça. Alors le choléra, à l'époque, vous avez eu quelques petits soucis avec certains autres experts, parce que vous disiez que ce choléra avait été importé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le choléra est effectivement importé. Haïti est un pays qui est très instable, et l'ONU a mis sur place une mission de maintien de la paix. Ce n'était pas un pays en guerre, mais il y avait une mission de maintien de la paix assez importante. Il venait d'y avoir un tremblement de terre 8 mois plus tôt, donc l'instabilité était encore plus importante. Et tout d'un coup, on voit émerger une épidémie qui est d'une violence exceptionnelle. C'est la plus grosse épidémie de choléra du XXIe siècle. Alors le XXIe siècle n'est pas fini, mais pour l'instant, c'est de très loin la plus importante. Et elle a commencé par une explosion épidémique le long d'une rivière, d'un fleuve même, qui s'appelle l'Artibonite. Et tous les gens qui habitaient le long de ce fleuve Artibonite, beaucoup se fournissaient en eau dans le fleuve, se sont retrouvés à tomber malades, mais du jour au lendemain, les hôpitaux étaient complètement submergés par une vague épidémique. Je parle de submersion, d'hôpitaux, de vagues épidémiques. Ça permet de penser qu'il y a d'autres endroits où on peut avoir ce genre de mots. En fait, l'explication était banale à pleurer, mais extrêmement triste. Des soldats venant du Népal étaient venus. Donc avant de partir faire une opération extérieure, les soldats ont 10 jours de permission. Donc ils étaient tous lâchés chez eux, dans la famille, en pleine épidémie de choléra au Népal. Tous ces soldats ont été remis ensemble, embarqués dans l'avion, sont arrivés sur différents camps, et dans un des camps, l'un des plus grands, les toilettes en fait étaient directement vidées dans la rivière en dessous. Il y avait un endroit où il y avait une espèce de creux, de doline où les soldats faisaient mettre leur matière fécale, mais bon, dès qu'il pleuvait, ça allait dans la rivière. Et puis, plus précisément, à l'origine de la flambée épidémique, ça a été le déversement d'une fosse septique complète dans la rivière. Les Nations Unies, quand vous avez dit, voilà, l'épidémie, on l'a importée, on est responsable, c'est les Népalais, et ils vous ont dit quoi en face? Alors, la première fois que j'étais amené à le dire, d'abord, je l'ai dit à l'ambassadeur de France. Et donc c'est avec l'ambassadeur de France qu'on est allé voir le patron, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Le titre est long. Bon, c'est le chef de l'ONU et c'est le patron, quoi. Enfin, à la fois militaire et politique. Il s'appelait Edmond Mulet. Et donc on est allé voir Edmond Mulet et on lui a expliqué. Ça s'est passé correctement. Il ne s'est pas mis en colère ou quoi que ce soit. Mais il a probablement réfléchi. 2 jours après, il m'a reconvoqué. Il avait tout son état-major. Ils m'ont questionné. Et je sentais bien qu'ils essayaient de voir dans quelle mesure, non pas ce que je disais était vrai ou faux, mais dans quelle mesure j'allais être capable d'argumenter les choses. Ils ont pensé que je ne représentais peut-être pas un danger particulier. Donc ils ont continué sur leur stratégie qui était d'orienter vers d'autres causes potentielles. De nier. Nier, c'est une chose. Mais l'ONU dispose d'un certain nombre d'agences, en particulier l'OMS. Enfin, à la base, c'est la Pan American Health Organization. Et l'OMS, par exemple, a très vite changé la manière dont ils ont cartographié les premiers cas. De manière à ne pas montrer que ça démarrait d'un camp militaire et que ça suivait... L'OMS a fraudé les cartes.
Voilà, ils ont présenté les choses un peu différemment. Il y a encore plus net, parce qu'il y avait des cartes tous les jours, OCHA, qui est l'organisation des Nations Unies, c'est le bureau de coordination des affaires humanitaires aux Nations Unies, qui a aussi changé la légende de ces cartes. Et la MINUSTAH, la force de maintien de la paix, de mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, a trouvé une source au gouvernement qui n'a pas vraiment été citée, qui explique que l'épidémie avait commencé ailleurs, à un autre moment. Et donc tout ce faisceau d'informations qui déviait l'attention de l'endroit d'où l'épidémie avait commencé a permis de lancer en fait un certain nombre d'experts, de grands spécialistes du choléra aux États-Unis, qui ont développé des théories qui disaient que le choléra était lié au réchauffement en Haïti, au réchauffement climatique, au tremblement de terre. Maintenant, ça paraît complètement absurde. Mais qu'il avait émergé de l'environnement. Alors on sait que Vibrio cholerae, la bactérie, est à l'origine une bactérie de l'environnement, mais certaines, maintenant on comprend, certains variants en quelque sorte sont devenus spécialisés dans les épidémies humaines. Et on les trouve dans l'environnement, mais juste quand il y a des épidémies au même moment. Alors il y a un débat sur ça, mais ça a permis de lancer les choses, et vers la mi-novembre, c'était devenu une certitude. Ceux qui disaient que les Népalais étaient juste des fouteurs de merde, ou on ne disait pas complotiste, pour ça je n'ai pas utilisé le mot à ce moment-là, mais enfin des gens complètement irresponsables qui avaient des intérêts politiques ou des choses comme ça. Et la vraie explication, c'était ce problème climatique. Et on en était arrivé... La fausse explication. La vraie fausse explication, oui. Et on en était arrivé à dire que c'était très malsain d'aller chercher l'origine de l'épidémie. D'ailleurs, ça reste toujours très malsain de chercher d'où vient l'origine des épidémies. Tout de suite après, alors. Et que c'était la faute aux Haïtiens de toute façon, parce qu'ils n'avaient pas d'hygiène. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient dites comme ça, jusqu'aux revues médicales qui ont fait paraître, par exemple, le Lancet Infectious Disease. Vous voyez que les choses sont les mêmes mots, les mêmes titres, a fait paraître un éditorial disant que ça n'avait pas d'intérêt de rechercher l'origine, que peut-être plus tard, pour des raisons scientifiques, par curiosité, c'était le mot curiosité, mais que c'était pas loyal actuellement de chercher et de se poser la question de l'origine de cette épidémie, parce que ça entretenait un climat de suspicion et que ça pouvait gêner la lutte contre l'épidémie. Sauf quand même que, en disant ça, d'abord c'était un déni de justice, parce qu'évidemment il y avait une faute grave au départ. Déverser une fosse septique quand il y a eu des cas de choléra dans un camp, et la déverser dans une rivière, c'est quand même une faute particulièrement grave. Mais ça condamnait Haïti à avoir en permanence du choléra, puisque si on dit que c'est l'environnement, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Si on dit il a été importé, c'est un devoir de lutter contre et de faire le maximum d'efforts, et il n'est pas enraciné dans l'environnement, alors on a des chances. Malheureusement, tout a été construit sur Haïti, même quand l'origine a été comprise, et d'abord par le rapport que j'ai fait, ensuite par des travaux de scientifiques qui ont comparé les souches, qui ont pu se procurer les souches des épidémies au Népal juste à ce moment-là, les ont comparées à Haïti, et c'était la même. Le code génétique, c'est comme un livre, il y a 4 millions de lettres qui se suivent, il y avait une lettre de différence avec une des souches. D'ailleurs, depuis, on en a trouvé une complètement identique, qui avait été trouvée quelques mois avant à la frontière entre l'Inde et le Népal. Donc vraiment une preuve qui était formelle. C'est les scientifiques, c'est la communauté scientifique internationale qui en a fait un cas et qui a démontré que ce que je disais, que mon rapport d'investigation était parfaitement exact. Revenons à ce qui nous intéresse, le Covid. Pourquoi c'est déloyal d'aller chercher les souches, ou du moins d'aller chercher l'origine de l'épidémie? Alors c'est absolument pas déloyal, c'est l'argument qui a été... C'est unfair en anglais. C'est l'argument qui a été... Langue scientifique, c'est ça? Oui, c'est dans le Lancet Infectious Disease, il avait dit comme ça. Évidemment que rechercher l'origine des épidémies, leur point de départ, est une partie primordiale, essentielle, de l'investigation d'une épidémie. Une épidémie, ça s'investigue. Il y a un travail à faire pour en connaître l'origine, les modes de propagation, et en prévoir le devenir. Ça, c'est un travail qui est vraiment indispensable à faire. Et c'est un travail que je fais depuis des années et des années. Pour le Covid-19, on a vu passer très peu de papiers, des papiers relativement respectables, sur l'origine du virus, où certains chercheurs, certains scientifiques disaient on ne peut pas dire que ça pourrait peut-être venir d'un labo, on ne pourrait pas dire, on ne peut plus dire ça, on ne peut pas aller investiguer correctement la chose. Alors il y a une mission de l'OMS qui actuellement
sur place. Là, Elle a fini sa quarantaine. Bon, cela dit, on n'est pas sûr qu'ils aillent très très loin dans l'investigation. La chose qui apparaît à peu près claire maintenant, c'est que le pangolin, le pauvre, il était pour rien. Il n'y a pas assez d'éléments, il y a un fossé trop important encore à combler pour dire que ça vient du pangolin. Bon, le réservoir initial est très probablement autour des chauves-souris. Les chauves-souris vivent dans des colonies très nombreuses, donc les coronavirus sont assez souvent des virus qui viennent des chauves-souris. Et puis, dans les comparaisons de génome, il y a des ressemblances. Après, on a 3 hypothèses en quelque sorte. La première, celle qui a été mise en avant, c'est quelque chose qui serait passé avec un animal sauvage qui aurait fait le lien entre la chauve-souris et l'homme. On ne l'a pas trouvé. C'est pas le pangolin, en tout cas, la distance était trop longue. On ne l'a pas trouvé. C'est quand même étonnant parce que c'est certainement une recherche qui peut être faite. Toujours est-il que ça n'a pas été étayé. C'est l'hypothèse qui a été mise en avant, mais elle n'est pas étayée. Je ne veux pas dire qu'elle est fausse. Mais pour moi, elle n'est pas étayée, elle n'est pas exacte non plus. Ça reste une hypothèse. La deuxième hypothèse, vous avez remarqué que ce virus se passe extrêmement bien chez les visons. Furet, martre. Voilà, c'est ça. Et chez le furet, on peut l'utiliser même comme modèle expérimental pour des traitements. Et on a eu des problèmes de mutation d'ailleurs chez les visons. Il y a eu des abattages, même en Europe. En Chine, il semble qu'il y ait aussi des élevages de visons. Donc une hypothèse, c'est que cet intermédiaire finalement entre la chauve-souris et l'homme, ça pourrait être le vison, des élevages avec énormément d'animaux, possibilité de transmission, etc. Puis la troisième, c'est qu'il y a un labo P4 à Wuhan et que ça peut être une fuite d'un labo P4 de ce labo, accidentel, hein, mais assez c'est gênant peut-être de l'annoncer. Ça reste des hypothèses. Pourquoi c'est gênant ? C'est gênant pour un gouvernement de dire il y a une pandémie et c'est la faute de nos laboratoires. C'est difficile de dire ça. Plus que l'argent, c'est la politique internationale, c'est la responsabilité. Donc, moi, j'avais été très intéressé par... D'abord, on m'avait parlé de ça. Il y a un chercheur français qui s'appelle Étienne de Crowley qui est à Marseille, pas du tout à l'IHU, hein, qui travaille à Lumini, à Marseille-Lumini, et qui avait déjà essayé de voir sur le génome. Enfin, finalement, les seules choses qu'on a, c'est de regarder si le génome était déjà plus ou moins connu. Et il semblerait qu'il y ait des virus de chauve-souris que les Chinois ont récupérés, dont certains ressemblaient. Je ne peux pas en dire plus loin, mais il y a quand même eu un papier dans le Monde où on peut retrouver. Et pour moi, ça reste... justement, typiquement, le genre de cas où faudrait se donner les moyens de savoir ce qui se passe. Mais l'OMS, face à un grand pays comme la Chine, je ne suis pas sûr que la mission de l'OMS permette d'aller beaucoup plus loin. Alors pourquoi il faut ? Parce que d'abord, il y a des hypothèses différentes et qui sous-entendent que d'autres pandémies pourraient arriver de la même manière. Et puis, il y a quand même quelque chose, un devoir de vérité historique, quelque chose comme ça à faire au minimum. Mais on ne me fera pas dire que je privilégie l'une ou l'autre de ces 3 hypothèses. Je dis que les 3 ont été posées et qu'il faudrait les investiguer beaucoup plus. Je vais vous lire un article d'Europe 1, un extrait, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Un virus potentiellement mortel a été transporté dans une boîte de produits cosmétiques par une scientifique de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur fait l'objet d'une enquête judiciaire sur les conditions dans lesquelles des dangereux virus ont pu arriver à l'Institut en octobre 2015 de Corée du Sud sans que les autorités sanitaires soient au courant, révèle mercredi Le Parisien. Un virus potentiellement dangereux, un coronavirus. Ça arrive souvent qu'il y ait des virologues qui se baladent avec des petites ampoules comme ça. Est-ce que c'est une procédure normale, pas normale ? Ils ne m'en parlent pas quand ils font ça. Je pense que c'est quelque chose qui a existé assez fréquemment, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le transport de ce... Alors ça dépend de la dangerosité, etc. Enfin, il y a quand même... Mais le transport de matériel qui pouvait être infectieux a existé, oui, pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir... évidemment, d'abord, le Pasteur a une collection de plein de pathogènes. Ils ont bien été transportés d'une manière ou d'une autre. Ça s'est durci maintenant, les conditions de transport. Il y a des précautions beaucoup plus importantes. C'est normal de transporter des souches. Après, il y a une manière de le faire. Alors, est-ce que la personne le faisait de la manière la plus claire possible ? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette histoire. Le virus soigneusement rangé dans une petite boîte bleue de produits cosmétiques est resté ensuite sur l'étagère du bureau d'un chercheur de l'Institut sans aucune précaution sanitaire du 16 au 23 octobre. Bon, je vous listerai l'article.
Bon, après ça, c'est un truc individuel, mais c'est vrai que même si ça sortait d'un laboratoire pour le coronavirus, celui de la Covid-19, ça peut être aussi sorti par une contamination à l'intérieur du laboratoire. C'est pas forcément quelqu'un qui l'a mis sur une étagère. Mais il y a toujours un risque, effectivement, quand on étudie des agents pathogènes, de se contaminer ou de transporter, que quelqu'un transporte sans prendre toutes les précautions.